Mais au cinéma, 12 ans, on peut y aller, quoi. C'est un peu comme en Afrique. Pardon, je suis désolé. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? À l'heure où les affaires Weinstein, Polanski et Epstein défraient la chronique, un contre-feu fort utile semble avoir été allumé par le système, l'affaire Matzneff. Affaire que les auditeurs de RFM vont avoir le plaisir d'entendre totalement décortiquée et remise à l'endroit très prochainement. Un contre-feu, disais-je, fort utile, mais également fort dangereux pour un système sur la brèche et chaque jour un peu plus en proie à ses contradictions. C'est le sens de notre 17e émission d'On nettoie l'info, dont le credo résolu est « Ouvrons la boîte de Pandore, oui, mais jusqu'au bout. » C'est parti. Gabriel Matzneff se retrouve progressivement excommunié du monde littéraire. Gallimard retire de la vente le journal de l'écrivain qu'elle publiait depuis 30 ans. C'est la première fois que la maison d'édition prend une telle décision. La souffrance exprimée par Madame Vanessa Springora dans le consentement fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle. Après l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur, le ministre de la Culture propose de réexaminer les décorations de l'auteur. Il juge également son allocation sociale injustifiée. Est-ce que M. Matzneff, qui revendique le caractère autobiographique de ses récits, contribue à la renommée de la littérature française en se faisant, dans ses écrits, le chantre de la pédocriminalité? Je considère que non. Certains intellectuels, comme le philosophe Alain Finkielkraut, mettent en garde contre une vindicte populaire. Une réflexion doit être menée, des limites doivent être fixées, mais cet acharnement sur un homme malade, je n'ai pas envie d'y participer. L'ouvrage Le Consentement, quant à lui, a déjà été réimprimé pour atteindre 65 000 exemplaires. Décréter la chasse aux pédophiles dans le milieu culturel ou dans d'autres milieux élitistes, on va y revenir, constitue un risque, un paradoxe, une gageure pour un système quasi intégralement fondé sur la transgression, la perversion et l'immoralisme. Qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de prendre le mot d'ordre à la lettre. S'il s'agit de traquer l'éphébophilie sur injonction féministe, soit, mais allons-y jusqu'au bout, mesdames. Et s'il s'agit de traquer la pédophilie mondaine sur injonction politique et communautaire, soit, allons-y jusqu'au bout, messieurs. Monsieur Corias, une émission ne suffirait pas évidemment pour mener ce travail de manière exhaustive, vu tous les domaines touchés par les phénomènes précités, mais je vous propose que vous nous livriez quelques éléments de votre cru, ou en tout cas que vous nous rappeliez quelques éléments concernant le monde du cinéma. Rien que ça, déjà, je pense, suffira. Le monde du cinéma qui est un milieu grand public et qui va peut-être parler plus directement, plus facilement, de manière plus évidente à nos auditeurs. L'avantage du cinéma, déjà, c'est qu'on peut parler de ce qu'on veut, puisqu'il y a l'alibi artistique. Donc, on peut parler de sexualité, puisque c'est le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, et on peut parler de toutes les sexualités, car l'art justifie tout. Alors, déjà, il faut que ce soit de l'art, et il y a des grands films qui ont parlé, par exemple, vous avez cité l'éphébophilie ou la pédophilie, mais il y a aussi l'inceste, des films en ont parlé, et lorsque l'angle est purement artistique, voire politique, pourquoi pas? Parce que ce sont des domaines sociétaux qui ne doivent pas échapper à la réflexion et à l'analyse. Mais il y a aussi une autre partie du cinéma qui utilise ou qui narre des histoires où il y a de l'éphébophilie, de la pédophilie ou de l'inceste pour des raisons purement perverses, c'est-à-dire parce que ça excite le réalisateur, parce que les acteurs ont été impliqués dans une histoire qu'ils maîtrisent plus ou moins, surtout s'ils sont jeunes, et dans ce cas-là, ils ne la maîtrisent pas du tout, et ça leur fait des contre-coups futurs assez durs. Voilà, donc effectivement, le domaine est gigantesque, mais on n'est pas ici pour juger. Alors évidemment, il y a eu des cas graves qui ont été avérés. Je pense que tout le monde est au courant maintenant des affaires de Polanski, il y a une quarantaine d'années. Il y en a plusieurs, donc des affaires de viol avérées avec des condamnations, etc. Mais le cinéma français, qui a l'air très pur par rapport à ça et par rapport à ce qu'on va raconter sur Hollywood, a été lui aussi le grand spécialiste du film
qui franchit la ligne rouge, mais vue d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 70, moi j'ai retrouvé, je pense que vous les connaissez aussi, toute une pléiade de films qui parlaient des amours enfantines, c'est-à-dire enfant-enfant ou adulte-enfant. Et à l'époque, comme on le sait depuis l'affaire Matzneff avec la culture française, ces choses-là n'étaient pas indécentes, n'étaient pas criminalisées, n'étaient pas dénoncées. Donc on se garde bien d'appliquer le regard d'aujourd'hui qui est beaucoup plus incisif à la production artistique d'avant. N'empêche qu'il y a des cas quand même qui sont ouvertement éphébophile, c'est pas interdit, mais ouvertement pédophile, puisque des films traitaient, par exemple, moi j'ai retrouvé la filmographie de Claude Miller, traitait ouvertement d'amour avec des adultes et qui impliquaient des enfants. Dans ce cas-là, que faire aujourd'hui? Bon, Claude Miller est mort, on va pas faire son procès, mais on a des cas vraiment très précis et très circonstanciés, avec en plus des acteurs et surtout des actrices qui révèlent longtemps après leur mal-être, mais qui a été réel, comme Julie Delpy qui raconte que c'est un milieu où elle, très jeune, dès l'âge de 12 ans, on lui a proposé la botte. Et dernier exemple que je cite, pour rester sur Claude Miller, c'est les deux films qu'il a tournés, je crois, avec Charlotte Gainsbourg, qui avait 13 ans à l'époque et qui a vécu chez lui et sa femme pour s'imprégner on est toujours entre 15 guillemets, pour s'imprégner de l'idéologie un peu artistique de Claude Miller. Elle a donc vécu chez eux, et son père était très fier qu'elle fasse du cinéma. Et on voit le résultat aujourd'hui. Elle tourne des films où elle a l'air un peu déglinguée. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide. Là, c'est la France. Hollywood présente dans le genre des choses qui vont beaucoup plus loin, parce que les Américains, eux, n'ont jamais eu peur de parler de ça. Et il y a des livres qui parlent des turpitudes sexuelles, comme Hollywood Babylone, qui ont été écrits, qui sont littéralement trash. Alors évidemment, ils sont traduits en français. Non, ils sont pas traduits en français, pas forcément. On peut les lire, mais disons, ça vient pas facilement jusqu'à nous. C'est comme si le cinéma français était vierge à ce niveau-là, ce qui est assez croustillant. Alors, je pense que si on fait le parallèle, effectivement, notre émission vient compléter ce qui sera dit sur RFM concernant l'affaire Matzneff, on pourrait, puisqu'on s'intéresse au cinéma, couper notre analyse en deux temps. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on pourrait effectivement mentionner, préciser, donner des exemples de films qu'on va appeler éphébophiles. Et on pourrait, dans un second temps, s'attacher à effectivement ce qui relève plutôt de la pédophilie et de la criminalité et des réseaux là que vous énumérez, notamment à Hollywood. Alors, la curée, et vous parliez de morale et de ligne rouge, c'est vrai que la morale actuelle, mise sur le devant de la scène médiatique, est une espèce de morale puritaine féministe. C'est-à-dire que là, nous sommes face à une curée féministe qui s'en prend à tout ce qui serait plus ou moins éphébophile et comme vous l'avez rappelé, qui n'est pas illégal, même s'il y a des porosités qui sont très intéressantes à étudier dans les détails, mais qui semblent cacher effectivement des vrais crimes et de la vraie délinquance sexuelle. Alors pour nos auditeurs, je vais rappeler ce qu'on pourrait classer comme film éphébophile. On entend par là notamment des films qui parleraient, pour schématiser, d'adolescents ou d'adolescentes, mais souvent d'adolescentes, perturbées par leur puberté, la découverte de leurs désirs et qui manifestent une envie d'être initiées, on va dire, par des adultes, par plus expérimentés qu'elles dans les relations sexuelles notamment. Et c'est vrai, quand on s'intéresse à vraiment, de manière cinéphilique à cette culture-là, mais il y a pléthore de films qui parlent de ça. C'est-à-dire que l'éphébophilie a toujours été un sujet de cinéma depuis quasiment l'origine. Et je dirais même plus loin. J'irais même plus loin. L'éphébophilie a souvent été même primée, célébrée, plébiscitée par le milieu culturel. Là, on pourrait parler de Lolita. Lolita, c'est quand même un film très 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 marquant de Kubrick, inspiré du roman de Nabokov, comme tout le monde le sait. On pourrait citer aussi American Beauty, qui a été primé lors de sa sortie dans les années 90, un film de Sam Mendes, réalisateur juif américain, avec, et c'est là que commence la porosité, si vous vous souvenez, Monsieur Corias, avec un acteur marquant qui est Kevin Spacey, qui lui pour le coup a été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle sur d'autres hommes.
sur un garçon de 14 ans lors d'une soirée où il était aviné ou alcoolisé et il s'est allongé sur le garçon qui, lui, ensuite, a tout balancé à la presse. Mais c'était dans la perspective MeToo, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça balançait un peu de tous côtés et lui est tombé au mauvais moment, évidemment. Mais la relation entre un homme mûr à Hollywood, hors scène, hein, hors tournage, et un garçon de 14 ans n'était visiblement pas un problème. Des soirées ont eu lieu de tout temps à Hollywood, entre des enfants et des adultes. J'y reviendrai. On y reviendra. Donc voilà, ça c'était un exemple vraiment parlant, parce que ce sont des films très connus. Donc comme je le disais, l'éphémophilie, hein, que ce soit au niveau des drames ou de la comédie, voilà, le cinéma regorge de ce sujet-là, et on feint de s'en indigner aujourd'hui sous la pression féministe. Hein. Mais encore une fois, elle a toujours été plébiscitée, cette culture-là, on va dire. Et surtout, ce qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs et de rappeler aux féministes qui nous cassent un peu les burnes, mais qui vont avoir les fils qui se touchent quand on va leur donner cet argument-là, c'est que ces films ont souvent et quasiment tout le temps été réalisés par ce qu'on va appeler des progressistes, c'est-à-dire des hommes de gauche, par des femmes aussi, et puis aussi par des gens forcément issus de certaines communautés, hein, des communautés diverses et variées, enfin peut-être pas si divers et variés que ça d'ailleurs, mais voilà, par ce qu'on va schématiser par des grands progressistes. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on peut appeler, hein, nous on a presque une série là-dessus dans nos articles, c'est le bug dans la matrice. C'est quand le féminisme se cogne la tête contre les murs de sa propre idéologie, l'idéologie progressiste qui propose d'un côté des femmes mises en valeur et de l'autre des réalisateurs qui en profitent. Mais l'éphémophilie, c'est quasiment même c'est presque la colonne vertébrale du cinéma, parce que le cinéma propose du désir, et du désir avec des femmes jeunes et des hommes plus mûrs, et ça a toujours été presque la base c'est pour ça que la liste des films est innombrable, mais la base de la projection du désir au cinéma, et la femme au cinéma est jeune, on dit toujours les actrices au-delà de 40 ans n'existent plus, et elles sont dévitalisées parce que le cinéma ne s'occupe que d'amour. Le cinéma, en fait, c'est l'art qui magnifie la femme, et surtout la jeune femme, source de désir, de tous les désirs, hein, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. Et le cinéma, en fait, c'est presque un art féminin, ou en tout cas féministe, dans cet esprit. Alors évidemment, les féministes diront que le cinéma, c'est l'inverse du féminisme, parce que c'est destiné au désir de l'homme. Oui, mais voilà, les femmes sont belles au cinéma, et les hommes vont au cinéma, entre autres, pour voir des jolies femmes. Et il y a très peu de réalisateurs qui montrent des femmes, et je m'excuse, hein, mais des femmes laides, parce que le film ne pourrait pas marcher. Donc en fait, c'est l'amour entre un homme et une jeune femme qui est le cœur du cinéma, qui est magnifié. Et ça, c'est inévitable. Et du coup, l'éphémophilie, c'est la structure même du cinéma. Le désir, la beauté, la jeunesse, etc. Évidemment, derrière, ensuite, se glissent des réalisateurs qui, eux, sont des adeptes de femmes beaucoup plus jeunes, d'amour avec des femmes beaucoup plus jeunes, voire des très jeunes filles ou des enfants. Voilà, donc le glissement est tout à fait possible, surtout dans un monde où la culture, le talent, voire le génie excuse tout. On l'a vu avec Nabokov et Lolita. Hein. Nabokov, quand il passait chez Pivot, il se gênait pas pour dire que son roman était ouvertement pédophile, hein, voilà, Matzneff aussi, etc. Bon. Mais pour rester dans le cinéma, les réalisateurs, par contre, certains utilisent la beauté des femmes, comme Godard l'a fait avec Bardot dans Le Mépris, mais ils sont tout à fait respectueux. Par exemple, c'est Julie Delpy qui racontait que quand elle a tourné avec Godard, Godard n'a pas touché une seule fois. Alors que la plupart des réalisateurs sont amoureux de leurs héroïnes et essaient de les faire passer dans leur lit. De leur muse. Leur muse, c'est exactement ça. Alors c'est là où on peut effectivement citer Julie Delpy, qui avait déclaré, je cite, « Dans les années 80, une fille de 12 ans avec un metteur en scène de 50, c'était normal. Moi, je pense que c'est de la pédophilie, mais on le tolère sous couvert de « Oh, je suis un artiste, elle est ma muse, je peux bien la baiser ». Ouais, et j'ai retrouvé, moi, une citation en échange entre Ruquier et Giraudot, Bernard Giraudot, qui est un acteur français des années 80, voire 90, mais après, il est mort d'un cancer. Je crois que c'était en 2007, donc il y a une bonne douzaine d'années. Et Giraudot racontait son film, et il disait, un texto, moi j'ai retrouvé l'exact verbatim,
j'ai rencontré deux travestis, un très très jeune, extrêmement belle, donc un travesti ou une, magnifique, absolument incroyable, et j'ai rencontré son double probablement quelques années plus tard. Et là, Ruquier lui dit, vous n'avez pas été précis au point de raconter qu'effectivement, cette maman de ce Juan, quand il est gamin, elle le masturbe, elle le branle. Et le curé du village dit à Juna, cette salope, de me faire ça avec son propre fils, je trouve quand même que ça va loin, Bernard Giraudot, vos histoires. En fait, histoire d'inceste et de pédophilie. Et là, Giraudot répond, écoutez, il y a beaucoup de choses qui vont plus loin que ça. Voilà, donc de manière totalement assumée, un film sur l'inceste et la pédophilie, avec un animateur, Ruquier, ouvertement homosexuel, qui ne s'en scandalise pas. Alors, là aussi, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est de la fiction? Mais les contenus de ces films reflètent évidemment les obsessions, les fantasmes des réalisateurs. Et c'est toujours cette dualité et cette ambiguïté qui permet à certains réalisateurs quasiment pédophiles, on n'est plus dans l'éphéboophilie là, d'envoyer leurs fantasmes sur l'écran et de prendre du plaisir avec ça. Alors effectivement, certains réalisateurs sont très attirés par le monde de l'enfance, au sens large ou au sens restreint, mais on y reviendra et ça peut porter à interrogation, mais on va y revenir. Alors ce que je vous propose, Monsieur Corrèze, c'est de vous énumérer quelques films qui pourraient illustrer voilà, cette culture éphébophile. Et puis, si vous voulez réagir sur les réalisateurs ou les acteurs ou les actrices, avec quelques anecdotes, ça pourrait plaire à nos auditeurs. Alors, un grand film. Alors, il y a de très... Est-ce que j'ai un buzzer ou un truc comme ça? Non, je réagis juste par la voix. Il n'y a pas de buzzer. Vous réagissez. Les auditeurs n'attendent que ça. Alors, il y a des très grands films il y a des très bons films qui ont été réalisés sur ce thème. Le blé en herbe de Claude Autant-Lara, ou alors là c'est éphébophilie inversée, on va dire à la Brigitte Macron, c'est-à-dire que c'est une femme qui séduit un adolescent de 15-16 ans dans ce film-là. Il y a aussi Beau-père, un bon film de Bertrand Blier, évidemment. Avec Patrick Devers. Le Genou de Claire, un très bon film d'Éric Rohmer, qui faisait des très beaux films sur les relations hommes-femmes, très, très grand réalisateur, même si on connaît... les initiés savent que son frère a trempé dans certaines histoires qui touchent à notre sujet du jour. Il y a aussi des grands films mainstream dont on pourrait parler, comme Léon, de Luc Besson. Je pense que là, vous allez avoir des choses à dire, parce que dans Léon, Nathalie Portman, je crois, a à peine 12 ans, et elle veut avoir une relation sexuelle avec Jean Reno, il me le semble. Oui, elle le demande de manière très explicite. Je veux baiser avec toi. Je suis désolé, je crois que c'est alors elle dit ça évidemment avec toute la naïveté de l'enfant qu'elle est, et elle ne sait pas ce que recouvre le mot baiser ou faire l'amour, et elle le dit, et donc évidemment Jean Reno est choqué. Mais on sent bien à travers cette scène qu'il y a une fascination pour l'amour entre l'homme de 50 ans et la jeune fille de 12 ans. Et beaucoup de personnes se sont demandé à l'époque pourquoi cette scène, qui était pas du tout le film, portait justement sur une histoire de respect, de paternité, voire d'amour ou de désir implicite, mais qui n'était pas dit. Et cette phrase fait tomber beaucoup de choses, et on s'est interrogé sur le pourquoi de cette scène qui n'a pas été coupée. Et alors, si l'on sait que Luc Besson a effectivement vécu avec la fille Lebesco lorsqu'elle était très jeune, on comprend que là aussi, il y a peut-être une projection de désir personnel, évidemment dans un contexte artistique. Et en tous les cas, par contre, Besson, aujourd'hui, il est accusé de violences sexuelles, mais il n'est pas accusé ni d'éphébophilie, ni de pédophilie, je le rappelle, je précise. Oui, alors Luc Besson, effectivement, était en couple avec Maïwenn, c'est ça, Maïwenn Lebesco, Maïwenn Lebesco, qui, selon ses dires, a été mise très tôt, elle très très jeune, dès l'âge de 3 ans, par ses parents, dans les pattes des cinéastes, et donc voilà, on va dire dans les pattes de Luc Besson. D'ailleurs, sa sœur, Isilde Lebesco, elle joue dans un film de femme, un film qui s'appelle La Puce, un film réalisé par Emmanuelle Berco, qui était une actrice pour Claude Miller, notamment, donc on va peut-être y revenir, et un film qui narre une histoire d'amour entre une jeune fille de 14 ans et un dragueur de 35 ans. Donc voilà, là c'est de l'éphébophilie féministe. C'est ça. Mais on a aussi, alors dans la veine de ces
de Isilde ou Maïwenn Lebesco. Alors Maïwenn, je sais pas si elle a tourné enfant, mais en tout cas, on a aussi celle qui est morte sous les coups de Bertrand Cantat. On a la fille Trintignant, qui a été mise très tôt par sa mère, trop tôt selon certains dans le monde du cinéma, qui est un monde dur, qui est un monde sexualisé à mort, et qui est un monde aux frontières morales très très floues. On a aussi Anouk Greenberg qui a joué avec Charlotte Gainsbourg dans un des films justement qu'on cartonnait de Bertrand Blier. Bertrand Blier, lui, qui est un anti-bourgeois provocateur, hein, qui a fait des très grands films, mais qui joue souvent aussi avec la limite morale. Et donc Anouk Greenberg, Charles Gainsbourg, les filles Lebesco. Voilà, on a beaucoup, Julie Delpy, on a beaucoup justement de ces petites de préadolescentes qui ont vraiment fait triper les réalisateurs et qui ont fait d'ailleurs des succès avec, le grand public se précipitant vers des films qui justement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, parlaient de l'initiation, etc. Mais souvent, il s'agit de grands garçons, voire d'hommes, avec des très jeunes filles. Et ça n'arrive pas tous les jours dans la réalité, parce que la réalité, c'est tout simplement, je rappelle les statistiques, hein, les femmes qui font l'amour en général entre 15 et 17 ans, les garçons entre 17, 18 et 19 ans pour la première fois, ou correctement. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que les femmes ne font pas l'amour à 12 ans. Or, dans le cinéma, c'est beaucoup plus tôt. Et ça rappelle que Marlène Schiappa, à un moment donné, a voulu abaisser la tolérance en matière de fraîcheur sexuelle de 15 ans à 13 ans. Il y a eu une levée de bouclier, bon, elle a remisé sa proposition. Mais au cinéma, 12 ans, on peut y aller, quoi. C'est un peu comme en Afrique. Pardon, je suis désolé. Alors, il y a un autre film très primé à l'époque, c'est L'Amant de Jean-Jacques Hano. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Monsieur Corrias. Oui, et Jean-Jacques Hano, qui a d'ailleurs une réputation d'être très, très, très... je ne parle pas de harcèlement, mais très proche de ses actrices sur les films. Et ça a créé d'ailleurs beaucoup de problèmes. Mais je m'arrêterai là. Et L'Amant était une adaptation de la jeunesse de Marguerite Duras, hein, de la période cachée de Marguerite Duras, comme elle aimait à le dire, et qui narre effectivement la relation d'une jeune fille de 15 ans avec un Chinois, puisque ça, je crois que ça se passe en Indochine, avec un Chinois de 32 ans. Voilà, donc les féministes à l'époque ne se sont pas levées contre le progressiste Jean-Jacques Hano et la progressiste Marguerite Duras, hein, par exemple. J'ai d'autres exemples de films réalisés par des femmes qui sont éphébophiles ou éphébophiliques. Par exemple, 13, un film de 2003, voilà, réalisé par deux femmes sur la vie sexuelle des adolescentes, de deux adolescentes de 13 ans, voilà, donc inspiré de la vie de Nikki Reed, une des réalisatrices d'origine juive. J'ai aussi le film Kids, réalisé en 1995 sur la vie sexuelle des adolescents new-yorkais au moment de l'apparition du sida, voilà, un film réalisé par Larry Clark, qui était très coté aussi dans les milieux branchés, il y a 10-20 ans, sur un scénario d'Harmony Korine, que les branchés reconnaîtront aussi, et je voulais citer aussi les premiers films de Catherine Breillat, Catherine Breillat, qui était pareil, une sorte d'égérie féministe il y a 20 ans. Les premiers films de Catherine Breillat, au moins les 5 premiers, parlent de ces sujets-là. Je cite un film qui s'appelle Une vraie jeune fille, ou un film qui s'appelle 36 fillettes. Ça parle de ces relations entre adolescentes à peine pubères et découverte de la sexualité avec des adultes. On sent bien de toute façon que ces réalisateurs, hommes ou femmes, que ce soit leur obsession ou pas, jouent avec justement les désirs cachés, camouflés, les interdits des spectateurs ça peut ébranler de toute façon. Alors, je dis pas que les gens sont traumatisés après un film de Breillat, qui sont ouvertement, explicitement sexuels. Elle avait même fait tourner Rocco Siffredi. Et d'ailleurs, elle voulait faire tourner Alain Soral dans ce film, je pense. Mais des réalisatrices aujourd'hui vont beaucoup plus loin que les réalisateurs, parce qu'elles n'ont pas justement cette épée de Damoclès de l'accusation antiféministe d'éphébophiles hommes ou de pédophiles hommes. Et elles vont beaucoup plus loin, et aujourd'hui, ce sont elles qui tiennent je dirais le gouvernail en la matière, et en matière de progressisme des mœurs, et elles vont... c'est nos limites. Pareil pour les films homosexuels, qui, eux, se permettent beaucoup plus, parce qu'il y a aujourd'hui la lutte anti-discrimination, et puis la défense des minorités soi-disant opprimées. Donc
Donc ça permet, là, hop, de dévier un petit peu. Par contre, les films du vieux mâle blanc pédophile ou éphébophile à l'ancienne, ça c'est terminé, hein, ils en prennent plein la gueule. Je les défends pas là, je dis juste qu'on a un nouveau 2 poids 2 mesures. À cet égard, est-ce que vous connaissez la réalisatrice Céline Sciamma ? Sciamma, je crois que c'est la fille de Marlène Jobert. Non, ah non, je me trompe, je suis désolé. En tout cas, c'est plein de fils et de filles d'eux. Je vous laisse parler. Alors, la fille de Marlène Jobert, c'est Eva Green, me semble-t-il. Oui. Et Sciamma, c'est une réalisatrice lesbienne qui a notamment réalisé ces dernières années un film qui s'appelait Tomboy. Tomboy, où une petite fille de 10 ans tombait amoureuse d'une autre fille de 10 ans, mais qui était, elle, déguisée en garçon. Ah, voilà, là on est en plein dedans. Ouais, on était en plein dedans. Et Sciamma, qui à la vie civile, était en couple avec Adèle Haenel. Adèle Haenel, dont on a parlé concernant les accusations de viol, pas de Roman Polanski, d'un autre réalisateur obscur pour faire contre-feu à l'affaire Polanski, justement, ces derniers temps. Ruggia, je crois, quelque chose comme Ruggia. Oui, c'est Ruggia. Et il était moins connu, et lui, par contre, a disparu des radars. Voilà, donc on avait parlé d'elle. Donc Céline Sciamma avait aussi réalisé en 2007 un film qui s'appelait La naissance des pieuvres, où, pareil, 3 adolescentes de 15 ans découvraient la sexualité, etc., le lesbianisme. Voilà, donc là, on est encore dans le cinéma progressiste, éphébophile progressiste, qui ne pose pas problème à toutes les féministes. Mais féministes. Juste une chose, moi je pensais, vous avez cité Céline Sciamma, moi je pensais à Lolita Sciamma, je crois qui est la fille, dans notre nom évidemment, de Marlène Jobert. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais ce milieu est truffé de fils et filles d'eux qui s'entrecroisent et on ne sait plus trop à un moment donné qui est qui. Hein. C'est une grande famille et on peut dire presque que c'est une grande famille incestueuse hein, parce qu'elle a la même idéologie, les mêmes fantasmes sexuels et ce sont souvent les mêmes films, d'ailleurs souvent très chiants, qui sont produits par ces gens-là. Je suis désolé. Hein, le cinéma français aujourd'hui est un peu pénible. Mais vous parliez tout à l'heure de films avec des enfants de 10 ans, etc. Lorsqu'on fait un film sur l'amour d'enfants entre eux, c'est possible. Hein. Alors, il y a des films médiocres, mais il y a aussi de très grands films qui ont été réalisés sur la question. Je pense à Nos amours, qui est on pourrait dire un chef-d'œuvre de Maurice Pialat, qui était un très très grand réalisateur. Détesté par tout le milieu. Détesté par le milieu, qui parle d'une jeune adolescente de 15-16 ans qui multiplie les aventures amoureuses. Joué par Sandrine Bonner à l'époque. Voilà. Et ce film de Maurice Pialat était aussi écrit par Arlette Langman. Arlette Langman, qui était, je crois, sa compagne à un moment à la vie, qui est la sœur de Claude Berry, dont le vrai nom est Langman. Hein. Le vrai nom de Claude Berry, c'est Langman. C'est pour ça que son fils, Thomas Langman, producteur de cinéma un peu sur le devant de la scène ces dernières années, voilà, porte ce patronyme et ne s'appelle pas Berry, mais c'est le nom d'origine. Alors, Claude Berry, on pourrait en parler peut-être. Claude Berry qui a fait tourner justement la sœur d'Alain Soral dans le film avec Coluche et qui était lui aussi un amateur de jeunes filles ou de très jeunes femmes dans ses films, hein, dont il magnifiait comme toujours la beauté. Et il a notamment réalisé un film dont un remake a été fait plus tard sur les amours croisés. Alors là, c'est assez spécial, entre 2 copains d'une quarantaine d'années, dont les 2 filles adolescentes, à peu près d'une quinzaine d'années, étaient donc très copines, et dont l'une tombe amoureuse du copain du père. Voilà, et donc qu'une histoire d'amour sexuel avérée. Voilà, donc ce film, peu connu, ou seulement connu des initiés, est très clair pour le coup, sur les désirs pas très cachés de Claude Berry, hein, son goût pour la jeunesse. Alors ce film, c'est Un moment d'égarement, avec Jean-Pierre Mariel et Victor Lanoux, et aussi Agnès Soral, effectivement, qui jouera quelques années plus tard dans Le Chien au Pantin, mais qui se révèle à l'écran, je crois que c'est son premier film, dans Un moment d'égarement, qui a eu un remake ces dernières années avec Vincent Cassel, hein, effectivement. Et Cluzet. Et Cluzet. Et donc, Un moment d'égarement, c'est un bon film, mais c'est un bon film éminemment pervers hein, quand on a la bonne grille de lecture. Voilà, je développerai pas forcément. Et je voulais dire, Thomas Langman, donc le fils de Claude Berry Langman, j'ai découvert ça, lui était condamné pour harcèlement, mais sur sa femme. Oui, pour violence sexuelle et aussi pour avoir
pour avoir casté des prostituées sur ses films. Donc soirée coke et pute, un peu classique dans le cinéma. Bon, ça, je pense qu'il n'y a même pas de reproche. Mais par contre, il y a eu des violences sexuelles, des violences physiques sur sa femme, et elle a porté plainte. Et bon, apparemment, il y a eu des tractations. Et puis aujourd'hui, Thomas Langman, je crois, est en procédure justement pour la réévaluation parce que son père Claude Berry était un grand collectionneur d'art, pour la réévaluation de la fortune artistique, donc en tableau, en toile de maître de son père. Donc il y a toute une histoire. Aujourd'hui, il a un peu quitté le monde du cinéma, enfin on le voit plus trop, même s'il a réalisé un Astérix, je crois, ou deux, enfin, ou fait réaliser ou produit. Et Thomas Langman, en fait, c'est un peu l'image du fils d'eux qui est déglingué. Je suis désolé pour lui s'il écoute l'émission, mais on peut le dire, d'un point de vue psychologique. Voilà. Et donc, les obsessions des parents, parfois, lorsqu'elles rebondissent sur les enfants, ça donne des choses assez nuisibles. On lui passe le bonjour à Thomas Langman. Et voilà, on a fait une petite liste vraiment non exhaustive, vraiment pour nos auditeurs qui n'ont pas cherché. On pourrait développer, mentionner, donner des exemples, énumérer, mais pendant des heures et des heures. Voilà, ces films qui, a priori, font que les fils des féministes se touchent en ce moment, mais qui servent surtout, je pense, cette curée qui sert surtout à masquer le dur du dur, le sérieux, là, le sujet dans lequel on va rentrer actuellement, qui est la vraie criminalité, la vraie illégalité, la vraie pédocriminalité, avérée ou quasiment avérée, on va y venir, qui touche le cinéma français et qui touche la grande industrie, à savoir Hollywood. Et là, pareil, on a beaucoup de noms à donner, je crois. Et là, c'est du lourd, et du lourd depuis longtemps. Très rapidement, Hollywood, qui a déjà un siècle en production, il produisait déjà des films dans les années 10 ou 20, même si la France, au départ, était le centre du cinéma mondial. La Première Guerre mondiale aura été désastreuse, entre autres, évidemment, pour le cinéma français, qui ensuite a perdu la main, et c'est Hollywood, en Californie, parce qu'avant c'était la Côte d'Azur en France, qui a repris le business avec les grands et futurs magnats, moguls, on les appelle comme on veut, venus des pays de l'Est, donc des juifs de l'Est européen, qui sont venus d'Europe de l'Est, qui sont venus à Hollywood et qui ont compris l'intérêt le côté juteux de ce business, et qui ont tout de suite monté des productions, des studios, etc. Et les grands noms en sont arrivés. Chaplin, entre autres. Chaplin, en passant, Charlie Chaplin, le grand Charlie Chaplin, celui qui symbolise le cinéma. Je me demande même s'il n'y a pas un extrait d'un de ses films dans Voyageurs, c'est-à-dire les petits engins qui traversent l'atmosphère et qui sont aujourd'hui entre deux système solaire. Si dans Voyageurs, il n'y a pas justement un extrait d'un film de Chaplin. Chaplin, c'est le cinéma. Et bien Chaplin, tout simplement, c'était un amateur de femmes de 13 ans, ou de jeunes filles de 13 ans, je dis pas femmes, et tout Hollywood était au courant. Tout le monde savait que Chaplin s'envoyait des filles de 13 ans, et encore, c'était officiel, on ne sait pas jusqu'où ça va, dans tous les sens. Et donc, Chaplin était un sacré queutard, et ça n'a jamais dérangé personne. Il n'a jamais été dérangé, sauf par les pères ou les amants de ses compagnes. Bref. Donc Hollywood, ça fait 100 ans qu'on est au courant qu'il y a de la partouze, qu'il y a du sexe, de la bisexualité, de l'homosexualité, et aussi de la pédophilie de manière très tranquille. Et ce qui est étonnant aux États-Unis et sur Hollywood, c'est que là-bas, les écrivains, les artistes, non pas balancent, mais racontent ce qui se passe. Et la Constitution américaine est ainsi faite qu'on a le droit de le dire, et la charge de la preuve n'est pas comme en France. Ici, dès qu'on lève le petit doigt ou qu'on dit quelque chose, il faut le prouver, et c'est très difficile de prouver ce genre de choses. Pourtant, là-bas, aux États-Unis, que ce soit des écrivains ou que ce soit eux-mêmes les gens qui étaient en charge, par exemple des castings, quand ils racontent ces histoires sexuelles, personne ne fait de procès. Et il y a comme ça, je crois, un type qui s'appelle Scotty Bowers, qui il est mort, il a presque 100 ans, qui pendant des décennies a été le fournisseur d'hommes, de femmes, de très jeunes filles et de très jeunes garçons à toute la planète Hollywood. Il a d'ailleurs lui-même couché avec des stars dans tous les sens, hommes et femmes, et on peut dire qu'à Hollywood, la bisexualité ou la multisexualité était de rigueur. Il n'y a pas de limite. Et c'est seulement quand il y a eu des drames dus à la cocaïne et à des overdoses, la presse people ou la presse américaine a été au courant que